gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left. Jeudi 25 juillet 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez fait le bon choix de choisir à la une la matinale Kinkeliba qui démarre, la première matinale du Sénégal. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée à ce magazine. Comme tous les jeudis, vous retrouverez les capsules quotidiennes, le bulletin météo ainsi que le bulletin d'information. Les jeudis, le coach Tandara est en plateau avec nous pour vous présenter justement les exercices de gymnastique du jour. Sans oublier Aline Badarakan qui accompagnera nos invités. Il posera justement les questions à nos deux invités qui nous accompagnent ce matin. Sans oublier High Tech avec Mamadou Diane, ce sera dans la seconde partie de ce magazine. Et Aline Diop pour sa chronique archive. Alors, on sait tous que nous sommes en direct sur la une, mais également sur les plateformes digitales, la page Facebook Kinkeliba, mais également la page Facebook RTS1 Sénégal. Tout de suite, je vais appeler Aline Badarakan, accompagnée de nos deux invités du jour. Ils vont venir nous rejoindre. Pourquoi tu n'installes pas nos invités ce matin, Aline Ils viendront incessamment nous rejoindre. Nous rejoindre? Voilà, c'est ça. Très bien, comment vas-tu? Mais ils sont bien là. Très bien, on s'installe le temps justement d'accueillir nos différents invités qui nous accompagnent ce matin. Comment vas-tu? Bien réveillé ce matin? Oui, ça va, bien réveillé avec la bonne pluie d'hier. Oui, ça fait du bien. C'est vrai, même ce matin, on a senti justement quelques averses légères. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de commencer ce magazine à l'heure. Non, il y a eu de la fraîcheur, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous qu'il pleuve ou qu'il neige ou bien qu'il vente même. Kinkeliba aura toujours lieu parce que tout simplement l'équipe est d'une très grande générosité, de très grands professionnels. Donc sur la conduite du duo Mahfouz Mor, on sera toujours là, fidèle au rendez-vous, pile à l'heure pour faire donc cet exercice quotidien. Voilà. Et effectivement, alors avant justement de démarrer ce magazine, Aline Badarakan, ce communiqué qui est sorti hier quant au retrait du parc national de Niokolo-Koba. Coach Tandara, vous pouvez venir vous installer, ne vous inquiétez pas. Faites une entrée de chant, bienvenue en plateau, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous avez fait de l'exercice ce matin avant de venir? J'avoue que non, c'est passé encore. C'est vrai que vous ne m'avez pas trop l'air. Je suis passé à côté. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va accueillir nos invités qui vont venir s'installer. Bonjour, bienvenue en plateau. Monsieur Fall. Alors, Monsieur Fall, vous allez bien? Oui, ça va bien. Bien réveillé, pas trop difficile? Non, pas du tout. Très bien. Bonjour, Monsieur Ndao. Bonjour. Ndaouen face à une seconde ce matin. En tout cas, je vous dis. En tout cas, je sais que hier, c'était la journée internationale des cousins. On parlait la semaine dernière des cousinages à Plaisanterie. Donc, le parfait exemple entre les Ndaouen et les secondes. Bon, je sais que les Ndaouen aiment bien le riz. Ah non, ça, c'est une affaire de famille. Mais les quatre aussi, je pense que c'est la même chose. Si j'avais en face un serrure bon teint, voilà, je me serais impliqué. Effectivement, je sais que tu ne te serais pas gêné. Alors, pas du tout. Alors peut-être Aline Badarakan continue avec cette actualité qui est sortie hier. Le retrait du parc national de Niokolo-Koba, justement, qui est sorti de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril. C'est un communiqué qui est sorti hier. C'est une bonne nouvelle pour le Sénégal. Une très bonne nouvelle pour le Sénégal. Moi qui suis vraiment environnementaliste, convaincu, très engagé, je suis très heureux de cette nouvelle. Et cela demande que pendant 17 ans, donc, le Sénégal a su remonter la pente pour préserver quand même cet espace si important pour la biodiversité et que l'on partage avec d'autres pays de la sous-région, surtout la Guinée. Et que du côté sénégalais, les efforts ont été vraiment couronnés de succès. Maintenant, il ne faudrait pas quand même descendre de ce classement-là et préserver le travail qui a été jusque-là abattu. Parce que c'est plusieurs années de campagne, d'implication, de mobilisation de ressources humaines. Parce que la complexité de la tâche, c'est qu'en fait, le parc national de Niokolo-Koba est adossé donc, à la Guinée. Et que si du côté sénégalais, il y a des efforts et que de l'autre côté, des efforts suffisants ne sont pas faits, c'est comme qui dirait un coup d'épée dans l'eau. Et je présume qu'il y a eu une harmonisation des différentes politiques entre les deux États pour qu'on puisse enfin venir à bout du braconnage, en tout cas réduire son impact et permettre à la faune de se reproduire, à la flore, à l'eau également. Il y a beaucoup de cours d'eau, certainement. C'est l'aspect-là qui va intéresser donc, notre premier invité, M. Ndao. Donc, véritablement, une bonne nouvelle. Et je pense que peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, le lundi, pourquoi pas, on se fera un plaisir de recevoir l'un des responsables des parcs nationaux du Sénégal pour revenir donc, sur ce qui a plaidé en faveur donc, du Sénégal pour que le parc puisse être retiré
donc de cette liste voilà, du patrimoine voilà, en péril. En Voilà. péril, effectivement, et c'était à l'occasion justement d'une réunion qui s'est tenue ce mercredi 24 juillet 2024 à New Delhi, en Inde. Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a pris la décision de retirer le parc Nyokolo-Koba de la liste des sites du patrimoine mondial en péril. Alors, une bonne nouvelle, et Alioune Badara Kane le disait tout à l'heure, l'eau est indispensable quant à justement, on va dire, cet effet qui était néfaste, on va dire ainsi, pour on va dire, cette zone-là forestière qui était vraiment en péril, parce qu'on a senti vraiment cette déforestation au sein de nos différents parcs. Tout à fait. Effectivement, et d'ailleurs j'évoque ça tombe bien dans mon livre, hein. J'évoque le parc de Nyokolo-Koba, parce que bon, il y a la Falémé, qui est un fleuve extrêmement important pour le Sénégal, qui est partagé entre le Sénégal et le Mali. Et ce fleuve-là est aujourd'hui menacé aussi par la pollution. Et donc, moi-même, j'ai eu à passer, je crois que c'est une anecdote dans le livre, une nuit dans le parc de Nyokolo-Koba, parce que nous avions 2 pneus crevés. Wow. Et nous avons dû passer la nuit dans une voiture dans le parc de Nyokolo-Koba. Mais c'était il y a très longtemps. Très dangereuse. Mais heureusement, on a survécu à cette aventure-là. Vous n'avez pas rencontré des animaux qui sont en fait, on est resté dans la voiture et on a fermé à clé. Vous avez pu dormir? Non, pas du tout. On est resté parce qu'on ne voulait pas laisser la voiture, parce qu'il y a des braconniers, comme vous dites, il y a des voleurs, etc. Donc aussi, c'était au retour d'une mission de reconnaissance sur le fleuve Falémé. Très bien. Et aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, hein, et aujourd'hui, disons, la situation s'est beaucoup aggravée parce qu'à l'époque déjà, il y avait des difficultés. Parce que le fleuve Falémé, vous savez, donne 25% des ressources en eau du fleuve Sénégal. Donc c'est un fleuve très important, mais qui n'est pas régulé par l'OMVS. Et aujourd'hui, donc, il y a une menace sur le fleuve. Donc il y a un problème d'abord de l'impact du changement climatique. Et deuxièmement, il y a le problème de l'orpaillage clandestin. C'est vrai. Il y a une menace énorme sur le fleuve Falémé parce qu'il déverse du mercure, des métaux lourds. Et donc là, récemment, le gouvernement sénégalais a pris une très bonne décision en interdisant carrément, disons, l'exploitation des mines sur le fleuve Falémé. Mais bon, le problème aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour la Guinée, c'est la même chose pour le Mali. Parce qu'on partage le fleuve avec le Mali. De l'autre côté, il faut que des efforts soient faits. Il faut que les Maliens aussi fassent un effort pour vraiment accompagner ce mouvement-là pour préserver ce fleuve. Et d'ailleurs, on y reviendra sur la pollution de nos cours d'eau naturels. C'est important. Justement, sans transition, Alioune Badara Kane, qui sont nos invités du jour. Pratiquement, je pense qu'on a eu un excellent avant-goût donc un peu sur les différents profils. À l'honneur sur ce plateau, le corps enseignant représenté par M. Fall, Alioune Fall, lui qui nous vient de Mbaké, qui nous vient du Baol, hein, pour célébrer l'excellence, parce que dans le cadre donc, du GRISE, dont il est le secrétaire général, le GRISE, c'est le groupe de réflexion et d'information en sciences de l'éducation, et se dirige vers leur 2e édition, en tout cas de la célébration, disons, de ces enseignants émérites créants, mais qui se dévouent pour que notre système éducatif puisse préserver donc, le label qualité qu'on lui connaît. Et donc, qui seront donc ces enseignants-là honorés à Mbaké. Ce sera l'occasion également de revisiter un peu donc, les différentes actions du GRISE, parler de l'actualité bien sûr de l'école sénégalaise, mais aussi de comment aussi motiver davantage ces braves enseignants qui tiennent véritablement l'État, la nation, parce qu'il faut faire l'intérieur du pays pour s'en convaincre. Ils sont partout dans les coins les plus reculés du pays. Partout où vous iriez, vous rencontrerez un enseignant. Donc c'est véritablement l'occasion donc également de les célébrer et de leur offrir un modèle. Et à sa suite, un monsieur qui est comme un poisson dans l'eau, on va le dire, hein, parce que toute sa vie, il a consacré à l'eau. Monsieur Fadel Ndaw, il est là en sa qualité d'auteur, hein, donc auteur du livre « Un parcours au fil de l'eau ». Il est ingénieur en eau, bien sûr, et assainissement. Et donc, il va nous parler de l'importance de l'eau, ce liquide si précieux, si vital à l'existence humaine ici-bas, sur Terre. Comment donc le préserver, comment faire pour que l'eau véritablement également soit source de brassage entre les différents peuples et qu'elle ne soit pas cause de conflit. Parce que d'aucuns prédisent que voilà, le prochain grand conflit mondial pourrait survenir du fait donc d'une mauvaise
d'un mauvais partage de ce liquide-là. Il y a l'exemple entre l'Éthiopie et l'Égypte. Hein. Bon, peut-être entre-temps, il y a eu des négociations en coulisses. Donc on parle là de tout cela, de l'importance de l'eau, du partage donc, de ces ressources. Des exemples qui marchent aussi, parce qu'il est bon brutalement de s'arrêter sur ces bons exemples-là. L'OMVS par exemple. Et puis voilà, donc sur ici, le cas du Sénégal, comment faire pour que aussi l'accès à l'eau soit universel, que tous les ménages sénégalais puissent avoir de l'eau courante. Donc voilà les questions également qui sont au menu des échanges avec notre deuxième invité. Le premier, on va le dire, M. Fadel Ndao. Merci beaucoup Alioune Badara Kane. Alors je vais commencer par M. Fall. Comment allez-vous et surtout comment se porte le corps professoral? Merci beaucoup. Je suis très ravi d'être là au nom du GRISE. Et au nom de tous les enseignants du Sénégal, on se porte très bien, on est motivé toujours et le gouvernement est en train de faire d'excellentes choses en motivant les enseignants parce que c'est un intrant de qualité dans l'éducation parce qu'il y a deux constantes, c'est l'élève et l'enseignant. Donc si vous parvenez véritablement à motiver les enseignants, à les former et à mettre les élèves dans les conditions adéquates, et véritablement on va aller vers des résultats satisfaisants. C'est vrai qu'il est important de rendre hommage à ces professeurs, Alioune Badara Kane. Je ne sais pas si toi tu as donné les al-larba de tes différents professeurs parce que c'est vraiment grâce à eux aujourd'hui qu'on est justement là où nous sommes, hein, tout simplement, qui nous ont appris ou qui nous ont mis justement sur ce chemin-là. Alors, à vos côtés, Monsieur Ndao, alors, le liquide précieux, l'eau, alors aujourd'hui, est-ce qu'au Sénégal, on peut dire tout simplement qu'on a de l'eau potable un peu partout à travers le territoire sénégalais? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années. Et d'ailleurs, le dernier recensement de l'ANSD a donné des résultats vraiment très satisfaisants qui, en fait, ce sont des enquêtes qui ont été faites au niveau des ménages sénégalais. Et on voit qu'il y a un progrès extraordinaire en matière d'accès à l'eau par branchement. Donc, par exemple, en milieu urbain, on est presque à 90% d'accès à l'eau par branchement. Je me rappelle, les années passées, pratiquement, il y avait des bornes fontaines partout. Et moi-même, je le raconte dans le livre d'ailleurs. J'ai grandi à Pékin, dans la banlieue pékinoise. Et peu de ménages avaient la chance d'avoir de l'eau à domicile. Hein. C'est vrai. Il y a 30-40 ans. C'est ça, oui. Bon, donc maintenant, vous ne voyez plus de bornes fontaines pratiquement dans la capitale et même dans les autres villes. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu un effort énorme qui a été fait en termes de branchements sociaux, d'accès à l'eau, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Et donc le Sénégal est même cité un exemple de ce point de vue-là dans le monde entier. Et on en parlera dans la première partie de ce magazine. On va passer à la gymnastique juste après le jingle. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour le bulletin météo de la NACIM. Nous attendons ce jeudi donc des activités très pluvieuses sur le pays. Les conditions atmosphériques sont très favorables à de la pluie. Ce jeudi sur l'ensemble du territoire et des pluies qui intéresseront donc davantage le littoral. Donc Dakar y compris, avec le centre et le sud également qui seront très concernés ce jeudi avec des pluies qui seront notées. Donc l'animation satellite nous montre un ciel carrément chargé en nuages avec des systèmes très actifs sur le territoire, particulièrement dans les zones précitées, avec une couverture un peu moins marquée vers l'est du territoire au courant de cette journée. Les températures de ce jeudi seront pas trop élevées. On peut carrément voir que les températures ne dépasseront pas le seuil de 35 degrés pour la plupart. Des températures de 33 degrés attendues sur tout le centre-sud du pays, de Fatick jusqu'à Tambacounda, donc passant par Kaffrine ou encore Kaolack. Et même au niveau de la zone de Diourbel, c'est 33 degrés qui seront notés, Inch'Allah, au courant de cette journée. Des températures de 30 voire 31 degrés en Casamance. Et c'est dans les localités est voire nord-est que les températures les plus élevées seront relevées, avec Matam particulièrement qui aura la température la plus élevée du jour à hauteur de 36 degrés. Et vers Dakar, nous nous attendons à une température maximale de 29 degrés, 30 à Mbour et 31 à Thiès. Et il faut savoir donc que des activités pluvieuses pouvant être accompagnées d'orages par endroits sont attendues sur tout le littoral sénégalais. Des conditions très favorables de pluie sont notées, avec le centre du pays qui sera également concerné, de même que la partie sud. Et les pluies diminueront progressivement au niveau des zones nord-est au courant de cette journée.
Donc, il faut savoir carrément que cette situation est très favorable à de la pluie, surtout sur le littoral, donc particulièrement à Dakar, au courant de ce jeudi, avec toujours donc le centre, le sud et le nord qui seront intéressés par ces mêmes activités pluvieuses. Voilà, nous arrivons à la fin de ce bulletin, chers amis téléspectateurs. Nous vous invitons donc à suivre l'information météorologique en provenance de l'ANACIM à travers les réseaux que voici. Et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était le bulletin météo plutôt que la gym offert par nos partenaires de l'ANACIM et on a pu voir sur la quasi-totalité du territoire des averses prédomineront. On va passer tout de suite à la revue des titres et nous commençons par le quotidien de service public Le Soleil qui titre à sa une retiré de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril. Le parc de Niokolo-Koba, le second souffle considéré comme un patrimoine mondial en péril depuis 2007. Le parc de Niokolo-Koba en a été retiré par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO hier lors de sa réunion à New Delhi en Inde. On passe à présent à Busby le jour qui titre à sa une les 2 déplacements de Diomaye à Paris sans visite d'État. La Chine d'abord. Alors le président Faye en visite d'État à Pékin sur l'invitation de Xi Jinping. Alors le Paris attendra malgré les 2 déplacements du président sénégalais. Macky Sall avait réservé sa première visite officielle à la France le 18 avril 2012. Alors c'est à lire dans les colonnes de Busby le jour. Sud Quotidien à présent, accès au logement et à la propriété foncière et immobilière, Diomaye face à un casse-tête. Yor Quotidien qui titre à sa une la LONASE, marché de gré à gré de 29 367 300 000 francs CFA octroyés à la STI et à Megasa Construction. Alors des informations à lire dans les colonnes de Yor. La DCPN freine la boulimie, autant pour moi, de Doura Baldé. Alors, ce sont justement, c'est plutôt un dossier à lire dans les colonnes de Yor Quotidien. Le quotidien à présent, Nouakchott, drame de l'immigration irrégulière, vie naufragée, 25 morts et une centaine de personnes portées disparues. Des Sénégalais, des Gambiens et des Maliens dans l'embarcation. New Direct qui titre à sa une eau potable et inondation à Touba. La hantise d'avant Magal.
On passe à présent à Réumi Quotidien, propos offensants contre les autorités. Ahmed Suzanne Camara tombe. Alors, cueilli chez lui et auditionné par des enquêteurs de la SU, il a été placé en garde à vue hier. Autre actualité à retrouver justement à la une de Réumi Quotidien, patrimoine mondial en péril. Le parc de Niokolo-Koba tiré de la liste après 17 ans. 24 heures à présent, psychologie de la pauvreté en Afrique, préavis de trêve. Alors, ce sera à lire justement dans les colonnes de 24 heures quotidien. Autre actualité à retrouver justement dans ce quotidien 24 heures, John prêche une coopération de SS Interroir. Alors, Alioune Badara Kane, peut-être Sénégal-Pakistan. Sénégal, par rapport à la coopération? Oui, entre les deux. Je pense que c'est deux pays qui entretiennent d'excellentes relations, déjà qui sont liés par beaucoup de valeurs communes comme la religion. C'est que la majorité de la population pakistanaise est musulmane, tout comme ici au Sénégal. Donc c'est tout à fait normal que ces pays-là puissent entretenir d'aussi excellentes relations. Maintenant, le Sénégal se doit de diversifier ses partenaires. Je pense que ça rejoint un peu peut-être la première visite d'État du président sénégalais qui sera effectuée hors d'Afrique, mais en Chine, et non pas en France cette fois-ci. Parce que si vous avez remarqué, il était de tradition que le président nouvellement élu du Sénégal puisse réserver sa première sortie officielle, sa première visite d'État à la France. Donc cela démontre qu'il y a une rupture à ce niveau et que le Sénégal est donc résolument engagé à diversifier ses partenaires. Donc on ne peut que s'en féliciter, d'autant plus que le Pakistan reste une puissance régionale en Asie, parce que c'est un pays dépositaire de l'arme nucléaire aussi. Très bien. Et on finit justement avec le quotidien spécialisé en sport, Stade Quotidien. Mercato des Lions, Boulaïdia entre Bologne et Lazio. Coach Tandara, le choix de Boulaïdia entre Bologne et Lazio? Oui, bon choix, mais moi je l'attendais surtout du côté de l'Angleterre. Ah oui? Oui, moi c'est ma préférence pour Boulaïdia. Voilà. Très bien. Et autre titre à retrouver à la une de Stade Quotidien, Dr Mohamed Diop, la natation est un sport d'utilité publique. Le coach Tandara le dit souvent, la natation est un sport complet. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis pour cette revue des titres. Justement, on reste avec vous, le coach Tandara, pour la rubrique gymnastique juste après le jingle. Alors coach, ce matin, de quoi va-t-on parler? Alors on va parler des nerfs. Des nerfs? Oui. D'accord. On va parler des nerfs et d'exercices gym. Alors ce sont des exercices assez thérapeutiques quand même pour ceux-là qui souffrent de nerfs, que ce soit le nerf sciatique, mais aussi d'autres parties névralgiques, généralement. Voilà. Très bien, c'est très intéressant. Alors comment justement soulager ces douleurs issues des nerfs? Parce que c'est vraiment douloureux. Ah oui, c'est vrai, des douleurs assez épiques d'ailleurs, très très aiguës. Moi, je choisis une chose, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que le mal souvent se soigne par le mal. Alors là, vous avez des exercices qui seront en tout cas procurés par certains entraîneurs, puisque le plus souvent aussi les entraîneurs. Bon, je crois que nous avons un coach sur le plateau, il ne va pas nous démentir, puisque le plus souvent, c'est vrai que là, on utilise ces systèmes pour soulager quelque chose. Alors, ceux-là qui ont des problèmes au niveau des arthroses, que ce soit au niveau, en tout cas, des ankyloses et autres pathologies, mais vous pouvez aussi choisir ce genre d'exercice pour vous soigner. Alors, je vous propose justement de suivre sur le sujet le coach Bou. Il va nous dire ce qu'il en pense et puis il va passer aux exercices. Très bien. Bonjour mesdames et messieurs. Donc à tous ceux qui sont sur le plateau, à l'équipe Kinkeliba, on fait un coucou, on vous salue à vous tous. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le nerf sciatique. Donc aujourd'hui, on ne va pas typiquement parler du nerf sciatique, mais on va faire des propositions d'exercices pour soulager ce qu'on appelle le nerf sciatique. Parce que vous savez bien, avec l'âge avancé, la vieillesse et en même temps, des fois, le surcharge de poids qu'on a dans notre corps. Et donc tout cela nous mène des fois à faire une altération au niveau des disques intervertébraux et qui va causer la plupart de ce qu'on appelle la maladie du nerf sciatique. Donc aujourd'hui, nous, on va être là à vous proposer juste des exercices qui vont soulager cette maladie-là et en même temps
des renforcements légers, douces, classiques qui pourront juste en même temps alléger vos douleurs. Donc très rapidement, on va faire des exercices au sol et on va vous présenter aussi des exercices sur la chaise. Donc pour vous dire, dans votre bureau, chez vous, vous pouvez faire ces exercices-là pour soulager ce qu'on appelle votre nerf sciatique. Alors, de retour en plateau. Bon, on a vu, coach, que les exercices sont quand même assez faciles à reproduire à la maison. Et généralement, ces nerfs commencent à attaquer les jambes avant, on va dire, de se propager sur les autres parties du corps. Oui, je peux dire que c'est quelques facettes seulement des exercices, puisqu'il y a vraiment toute une gamme d'exercices pour soulager les nerfs. Alors, c'est vrai que moi, je ne dirais pas seulement les jambes, parce que là, évidemment, on peut avoir des douleurs de nerfs au niveau des muscles lombaires. On peut les avoir, ces muscles qui bordent justement la colonne vertébrale. Mais aussi en ce qui concerne les jambes. C'est vrai, parce que le corps humain, comme nous le savons, nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des entraîneurs, nous sommes aussi des physiologistes, on cherche beaucoup de choses, mais je peux vous dire que peut-être si certains ne le savent pas, les 50% des nerfs du corps humain se trouvent au niveau des jambes. Ah, Oui, ça c'est clair. 50% des nerfs du corps humain se trouvent au niveau des jambes. Mais 50% aussi des vaisseaux sanguins se trouvent au niveau des jambes. Et vous avez aussi 50% du sang qui traverse justement cette zone-là, c'est aussi au niveau des jambes. Et donc voilà pourquoi on ne dira jamais assez, le vieillissement souvent commence à partir des pieds, ça va remonter jusque vers le haut. C'est vrai. Et donc voilà pourquoi on ne dira jamais assez, pour éviter justement ces nerfs sciatiques et autres, il faudrait préparer les jambes. Si vous avez de fortes jambes, si vous avez des jambes en tout cas
qui sont bien renforcées, mais là, qui tiennent bon, ces jambes-là peuvent vous amener vers une très bonne santé. Là, vous êtes assuré que vous avez une très bonne santé. Alors, on a l'habitude de dire que si vous arrêtez la marche, et là, attention, vous pouvez avoir une santé assez fragile. Et donc, voilà pourquoi on insiste sur cette marche, à défaut de jogging ou à défaut, en tout cas, d'autres exercices beaucoup plus violents, de faire simplement la marche. Puisque le vieillissement commence là-bas. Il faut marcher et il faut marcher tous les jours. Pourquoi pas 2000, 3000 pas par jour. C'est vrai qu'on remarque généralement en vieillissant qu'on marche de plus en plus difficilement. Ça atteint d'abord les jambes avant d'atteindre justement oui, mais d'autres il faut membres. les renforcer. Il faut les renforcer. Vous avez bien raison, coach Tandara. Alors justement, dernière question, qu'est-ce qui provoque finalement ces douleurs de nerfs? Oui, c'est vrai que vous avez les polyarticulaires. Ceci aussi pose également des problèmes. Ça veut dire quoi, les polyarticulaires? Les polyarticulaires, disons, ce sont des maux très, très aigus. D'accord. Très, très aigus. Et donc, de par la natation, qui est un sport éminemment thérapeutique, ces polyneuroarticulaires, vous pouvez justement les dégager. Vous avez aussi d'autres exercices que sont, par exemple, le vélo spinning, vous avez le vélo elliptique. Ça aussi, ça peut vous faire chasser ces neuropolyarticulaires. Mais vous avez aussi, ça peut venir également, ça peut être d'origine traumatique, ça peut être d'origine de l'équilibre, c'est-à-dire un mauvais équilibre peut provoquer ça, mais vous avez aussi rarement des pathologies qui sont d'origine thermique. Ça aussi, oui, d'origine thermique, mais aussi vous avez d'autres pathologies. Il y a toute une gamme, hein, je ne peux pas citer tout, mais il y en a beaucoup. Mais l'essentiel, le point essentiel que je disais tout à l'heure, c'est de marcher. De marcher tous les jours et éviter justement à partir des pieds que ces pathologies arrivent. Parce que sinon, c'est vrai que ça va être très difficile. Vous savez, les nerfs, c'est quelque chose de très, très sensible et il faut se lever très tôt. Souvent, ça pose problème et surtout les personnes âgées qui ont besoin, en tout cas, de marcher et de beaucoup marcher. Très bien. Est-ce qu'on est d'accord que les nerfs ne sont pas des pathologies qui peuvent être héréditaires? Non. Ça, c'est à exclure. Hein. C'est négatif, exclu. ça. Très bien. Alors, Monsieur Fall, vous faites un peu de sport. Oui. Ça vous arrive de ressentir quelques douleurs au niveau des nerfs? Non, pas tout à fait. Non. Mais comme vient de le dire coach Tandara, il est important de faire du sport pour se maintenir. Et surtout à un certain âge, la marche que les gens oublient un peu. Et ils ont tendance à faire les sports de violence. Mais la marche, surtout à partir de 40 ans, vers 40 ans, est plus recommandée que ces efforts physiques-là. Et nous avons besoin également, pour se maintenir en très bonne santé, de faire régulièrement d'autres activités physiques. Parce que, comme on le dit, 3 activités physiques dans la semaine maintiennent le cœur. Donc c'est important pour irriguer non simplement tout notre corps, mais également être en bonne santé. Très bien. C'est vrai que, si vous permettez, j'ajoute une chose. Alors, il a parlé tout à l'heure de cœur, c'est vrai, parce que lui, il a fait quand même le tronc commun, donc on sait comment ça se passe. Alors, en ce qui concerne le cœur, c'est vrai que si vous avez de fortes jambes, si vous avez des jambes assez fortifiées, qui sont très bien préparées, mais ça peut aussi se répercuter au cœur, puisque le cœur, c'est vrai qu'avec ses muscles principaux, que ce soit le myocarde, que ce soit l'endocarde, que ce soit le péricarde, en tout cas, vous avez un cœur assez volumineux avec de très fortes parois. Alors, rien qu'en travaillant les jambes. Je crois que ça aussi, c'est une très bonne chose. Il faut que certains qui ne le savent pas le sachent. Très bien. Donc, on préconise déjà, pour commencer, la marche à Alioune Badara Kane. Mais pas à pas de sénateur. Hein. À pas cadencé. Ça également, beaucoup s'y trompent en pensant qu'ils font de la marche. À une réplique de ta part. Ils n'en ont pas. Ils n'en font pas. Parce que la marche, la bonne marche, c'est vraiment à pas rythmé, cadencé. Voilà. Au moins que vous ayez une certaine sudation. Mais si c'est à pas de sénateur, ça ne servira à rien du tout. Ce serait plutôt une promenade. Et je vois beaucoup de mes compatriotes faire plus une promenade qu'une marche. Voilà. Et c'est important ça. Alors, monsieur Nda, vous faites un peu de marche? Oui, sur la corniche. Mais pourtant, les Sénégalais pratiquent beaucoup le sport. C'est vrai, c'est en sortant. Franchement, il faut le reconnaître. Hein. Oui. Sur la corniche, vraiment, et même sur la VDN 3.
Moi, je suis tout à fait étonné. À chaque fois que je passe, je vois des dizaines de Sénégalais qui courent, qui font du sport. On peut même dire des milliers. Hein. Des milliers, vraiment, c'est un peuple de sportifs. Cambérène jusqu'à... Voilà, même sur la corniche ouest de la corniche ouest, on voit beaucoup de Sénégalais. Exact. Il y a aussi beaucoup d'installations qui permettent justement à ces Sénégalais de faire du sport gratuitement. Alors, merci coach pour cette belle chronique de ce matin. C'était sur les nerfs. En tout cas, vous nous avez donné, on va dire, de bons conseils et surtout de bons exercices à reproduire et très faciles qu'on peut reproduire à la maison. On va passer tout de suite à la rubrique invité juste après le jingle. Et ce matin, nous recevons en plateau Monsieur Fadel Ndao, auteur du livre « Un parcours au fil de l'eau ». Alioune Badara Kane, c'est à toi. Voilà, c'est un grand honneur pour nous de recevoir ce grand monsieur qui s'est beaucoup investi pour que le Sénégal puisse être un modèle en Afrique par rapport à l'addiction en eau potable, en milieu urbain et en milieu rural. Bien sûr, on y reviendra bien sûr par rapport à cette réforme-là donc de l'hydraulique rurale. Monsieur Fadel Ndao, qui vient récemment, un jeune retraité, de prendre sa retraite. Donc, un très jeune retraité au niveau de la Banque mondiale où il était expert donc principal eau et assainissement. De 84 à 95, il a travaillé pour la SONED, le PNUD ici au Sénégal. Il a aussi beaucoup contribué au succès de la réforme bien sûr de l'hydraulique urbaine et de l'assainissement et à l'atteinte des OMD. Et jusqu'en 2011, il faisait partie de ceux-là qui ont également piloté donc ce grand programme-là qui est le PEPAM. Alors, il nous a sorti ce livre qui couronne son parcours un parcours au fil de l'eau, donc entre M. Ndao et l'eau. C'est ça. L'amour, il est profond, il est fort. Alors, pourquoi très tôt, l'eau a été un élément fondamental dans votre vie, même si on sait que c'est un liquide indispensable, le liquide plus que précieux pour tout humain. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir. Donc, vous l'avez dit, je pense que la motivation, je l'ai répété tout à l'heure lors de mon introduction. Oui. Donc, j'ai été confronté au problème de l'eau très jeune. Comme tout ressortissant de la banlieue, vous avez votre mère qui doit aller à la bonne fontaine, donc vous devez l'aider pour aller chercher l'eau à la bonne fontaine. Je crois que ça, c'est une source de motivation, de voir que vraiment cette difficulté que les populations ont pour s'approvisionner en eau, ça a été une motivation. L'autre motivation aussi, je pense que, bon, c'est le fait que quand j'étais en classe de terminale, bon, il y a eu un appel à candidature pour des bourses de la communauté européenne. Et bon, ils ont affiché un certain nombre de bourses et de spécialisations, dont l'hydraulique, dont les mines, dont l'agronomie. Et moi, j'ai choisi l'eau. Ou bien l'eau m'a choisi, en quelque sorte. Voilà. L'eau vous a choisi. Et parce donc, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur hydraulique à Strasbourg. À Strasbourg. Voilà, ingénieur en eau, voilà, ingénieur en eau et assainissement. Exactement. Et à votre retour au Sénégal, c'est un jeune diplômé sénégalais, ingénieur en eau, quand on sait qu'à cette époque, quand même, c'était un défi principal, majeur pour nos États. On venait franchement, certainement, de sortir donc, de cette grande période donc, de sécheresse. On voit les images avec les archives. Alors, vous vous êtes dit quoi? C'est un défi qui sera difficile à relever, mais quand même, je vais me donner à fond pour qu'on puisse l'atteindre. Voilà, exactement. C'est une vraiment motivation. Les contraintes majeures pour vous, à l'époque, c'était... Voilà, à l'époque, bon, pratiquement tous les jeunes qui étaient diplômés en France, bon, ben, la plupart restaient. On avait des possibilités de rester en France. Mais tous mes amis, en tout cas, nous tous qui avons fait ce diplôme de l'eau, nous étions tellement conscients de l'importance de l'eau. Et puis nous savions aussi que nous serions utiles, plus utiles au Sénégal qu'en France. Bien sûr. Et donc nous avons choisi de rentrer. Et puis moi, j'ai eu la chance, là où j'ai fait mon stage de fin d'études, à Tarbes, dans les Pyrénées, il y a un bureau d'études qui s'appelait la Société d'aménagement des coteaux de Gascogne. Et ils avaient gagné un marché avec l'OMVS pour le plan directeur rive gauche du fleuve Sénégal. Et donc, j'ai eu la chance de travailler sur le projet. Et donc, la SONED, qui était donc partenaire de cette étude-là, tout de suite m'a promis donc, de me recruter dès la fin de mes études. C'est pourquoi je pense que dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis précipité, je suis venu au Sénégal. Vous êtes revenu au pays. Je suis revenu au grand bonheur de vos parents. Voilà, et puis il y avait... de votre pays également, le Sénégal. Parce exactement. que quand on sait qu'il y a beaucoup de nos cerveaux quand même qui sont restés, qui restent en Europe après leur formation. Et là, vous venez pile, on vous associe donc à la mise en place. Bon, déjà, la mise en place a été faite au grand projet de l'OMVS. L'OMVS, un bel exemple, quand même, quand on parle véritablement de la gestion collégiale donc de l'eau à travers le monde.
Tout à fait. Non, l'OMVS, vraiment, c'est une institution dont tous les Sénégalais doivent être fiers. C'est vraiment nos, disons, les présidents de l'époque, à commencer par le président Léopold Senghor, ont eu une vision extraordinaire de partager, parce que Senghor aurait pu dire, le fleuve Sénégal, ça appartient au Sénégal. Hein. Il a décidé d'en faire un fleuve international. Et donc, l'OMVS s'est révélé comme une organisation qui a su vraiment partager les ressources en eau et réaliser des ouvrages qui ont permis de sécuriser l'eau dans la sous-région. Et donc, c'est un exemple qui est donné partout dans le monde comme un exemple de coopération transfrontalière entre les États pour gérer l'eau, ce qui n'est pas le cas dans toutes les parties du monde. Hein. Bien sûr. Et donc, l'OMVS, vraiment, nous en sommes extrêmement fiers. Et dans un contexte où c'était difficile, hein, parce que quand ils ont eu à réaliser ces barrages de Manantali et de Diama, tout ça, disons, il y avait beaucoup de controverses sur les aspects négatifs des barrages. Et donc, beaucoup de bailleurs de fonds n'avaient pas soutenu en fait, ce projet-là de réalisation, mais les chefs d'État, à commencer par le président Abdou Diouf à l'époque, ont foncé pour réaliser vraiment ces ouvrages communs qui sont aujourd'hui gérés par l'OMVS et qui permettent de réguler le fleuve Sénégal et de sécuriser l'alimentation en eau tout le long du fleuve Sénégal, y compris pour Dakar, et deuxièmement aussi qui produisent de l'électricité. C'est vrai. Alors, Aline Badarakan, si tu permets, alors en tant qu'ingénieur en eau et assainissement, aujourd'hui, selon vous, quelle est l'importance de l'eau, notamment quant à, on va dire, la fédération justement de ces peuples-là? Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, en 89, il y a eu des difficultés entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais l'OMVS a tenu. C'est grâce à cette organisation que les gens ont continué à se parler. Et finalement, l'OMVS a permis de créer des conditions de la paix, quoi. En fait, dans la sous-région. Donc, je pense que l'eau est une ressource qui permet de fédérer les peuples et de faire en sorte que les gens coopèrent autour de sa gestion. Parce que, bon, les pays qui sont en aval peuvent avoir des difficultés. Si les pays qui sont en amont font des barrages ou réalisent des ouvrages sans pour autant qu'il y ait une coopération. Donc, c'est une ressource qui doit être partagée. Et donc, mais ce n'est pas seulement au niveau des États, hein. Même au niveau des villages, il y a des difficultés des fois. Et je le relate dans mon livre. Il y a des difficultés entre deux villages, des difficultés séculaires hein, qui arrivent dans nos villages, hein, où il y a deux villages qui ne se parlent pas. Voilà, ou bien des villages même, parce qu'il y a eu, bon, on a nommé quelqu'un à la place d'un autre, voilà. Et puis, bon, voilà, il y a l'autre personne se sent frustrée par créer son village, et puis ça crée des inimitiés entre les villages. Et donc, une fois, on est arrivé dans un village, on leur a dit, voilà, on vous fait un forage. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un autre village qui était à côté. Et on leur a dit que la politique du gouvernement maintenant, ce n'est pas de faire un forage pour chaque village. Mais on fait un forage dans un village et on fait des canalisations pour alimenter les autres villages. Bon, la difficulté qu'on a eue, c'est que chaque village a brandi une lettre d'une autorité pour dire que, voilà, le forage, c'est pour moi. Et donc là, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'on ne pouvait faire qu'un seul forage. Et on a fait une sorte de dialogue entre les populations. Et on a fait le forage entre les deux villages avec un château d'eau. Parce qu'aucun village ne voulait que le forage soit réalisé dans l'autre et que pour donner l'eau à l'autre village. Donc voilà, c'est une source également de paix entre villages et entre populations. Et vous avez beaucoup d'anecdotes à nous faire part. Hein? Tout à fait, voilà, il y en a beaucoup dans le milieu avec rural. votre si riche trajectoire. Mais alors, quel aura été ou bien quel est le secret du Sénégal par rapport à ces pays de... on n'est pas dans l'autosatisfaction ou bien dans l'autoglorification, mais quand même, il faut se rendre à l'évidence et se dire que le Sénégal quand même a fait voilà, des avancées notables par rapport à l'addiction en eau, surtout en zone urbaine où le taux de couverture est vraiment plus que satisfaisant. Parce que quand vous faites certains pays de la sous-région, pourtant membres de l'OMVS, l'eau courante est encore un luxe en zone urbaine. Et finalement, le modèle sénégalais, il s'est appuyé sur quoi? Il s'est appuyé d'abord sur la rareté de la ressource. Et sur ces ressources humaines de qualité. Et c'est des ressources humaines de qualité aussi, hein, ça il faut le dire. Hein. Mais aussi, très tôt, nous avons été conscients que le Sénégal, disons, n'a pas des ressources en eau suffisantes. Et qu'il fallait donc faire des efforts en matière de gouvernance, en matière de gestion de l'eau. Et puis, il y a eu des réformes aussi. Le Sénégal a osé faire des réformes hein, pour vraiment essayer de rendre autonomes les sociétés d'eau. Je crois que c'est un élément très important.
les efforts qui ont été faits entre 1996 et maintenant ont produit d'excellents résultats. Au début, quand on a introduit la réforme en 1996, on a parlé de privatisation de l'eau. Il y a eu beaucoup de réticences. Mais finalement, on se rend compte que ce modèle-là, où en fait on fait un mix entre une société de patrimoine qui est la SONES et une société privée qui exploite et qui gère l'eau, je crois que c'est un modèle qui a bien marché et qui a permis vraiment de tirer toute l'efficience de la gestion privée. Parce que bon, et puis une autonomie de gestion aussi du secteur, et puis un leadership aussi au niveau politique qui a été porté par tous les différents gouvernements depuis 1996, pour maintenir le secteur autonome et pour également avoir une politique de branchements sociaux. Je crois que ça également c'est très important pour permettre aux plus pauvres d'avoir accès à l'eau. Et je crois qu'entre 1996 et maintenant, pratiquement on est passé de 200 et quelques mille, 210 000, 220 000 branchements, c'est-à-dire ménages qui ont accès à l'eau, Et aujourd'hui, la CNO a pratiquement presque 1 million, d'abonnés domestiques. Et 1 million d'abonnés domestiques, c'est de plusieurs millions. Voilà, ça fait donc on a gagné pratiquement 7 millions de personnes ont eu accès à l'eau entre-temps. Donc il y a eu un effort continu qui a été fait par le gouvernement, par les secteurs, avec l'appui des bailleurs de fonds aussi, pour faire en sorte que le Sénégal en arrive là aujourd'hui. Alors donc la question de la renationalisation du secteur de l'eau, pour moi, donc forcément elle est dépassée au regard de ces succès engrangés par le Sénégal. Parce qu'il y en a qui théorisent la renationalisation donc, du secteur de l'eau. L'eau n'a jamais été privatisée au Sénégal. L'eau n'a jamais été privatisée au Sénégal en fait. C'est la gestion qui est privée. Mais l'infrastructure appartient à la SONES. C'est vrai. Voilà, donc je crois que c'est un débat qui doit être dépassé maintenant. Au vu des résultats que nous avons connus, bon, je pense que c'est quand même... Alors, vous avez consacré également quelques pages, d'ailleurs, à cette réforme, qui a été vitale. Par exemple, parlons de la réforme de l'hydraulique rurale. Voilà, on a même reçu ici des Sénégalais qui se plaignent un peu des conséquences donc, de cette réforme-là, disant qu'elle a été faite sans l'adhésion, l'assentiment des populations et que ça ne marche pas encore bien. Alors, quel est votre avis d'expert, vous? Est-ce qu'on devrait donc revenir à l'ancien système, à l'ancienne formule, où c'était les collectivités elles-mêmes qui s'occupaient, les communautés qui s'occupaient de leurs ressources en eau? Voilà, au début, effectivement, ce sont des comités de gestion qui avaient été mis en place. Ensuite, il y a eu des associations d'usagers des forages qui ont géré les forages pendant un certain temps. Mais quand on a fait le diagnostic, on s'est rendu compte que vraiment, il y avait des difficultés. Parce que, bon, ici au Sénégal, on n'a pas des ouvrages comme par exemple en Éthiopie ou dans d'autres pays où ce sont des ponts manuels. Ici, on a choisi vraiment de faire des forages motorisés et donc qui nécessitent une gestion professionnalisée. On ne peut pas se permettre de gérer la pompe n'importe comment. Et donc, il y avait beaucoup de pannes. Et il y avait également la gestion financière aussi n'était pas très transparente. Et donc, bon, et puis il n'y avait pas une gestion du patrimoine. Parce que, bon, l'État avait beaucoup investi, mais ne connaissait pas le patrimoine. C'est pourquoi, disons, à l'époque, la réforme a consisté d'abord à mettre en place un office des forages ruraux, l'OFOR. L'OFOR, oui. À qui l'État a transféré les forages. Parce que les forages, disons, voilà. Donc ça a permis également de clarifier cette problématique du patrimoine. Et puis donc l'OFOR maintenant a décidé maintenant de déléguer la gestion à des partenaires privés. Bon, effectivement, on aurait pu avoir une meilleure communication. On aurait pu aussi, l'État aurait pu aussi, avant de céder au privé, réhabiliter. Parce qu'il y a eu une difficulté aussi, parce que quand vous cédez à un privé un ouvrage et que ce privé-là n'a pas la charge de l'investissement, bon, ça crée des difficultés. Parce que le privé prend l'ouvrage en tant que tel et essaye de faire en sorte que l'ouvrage fonctionne. Donc il y a eu des manquements, mais quand même globalement, je pense que les résultats sont positifs. Si vous prenez la région de Kaolack-Kaffrine, où il y a un privé qui s'appelle Flexo, véritablement il y a eu des avancées significatives en termes d'innovation, parce que Flexo a solarisé toutes les pompes. Très bien. Et tous les forages maintenant fonctionnent au solaire, donc ça veut dire qu'il y a eu des coûts d'exploitation qui ont été réduits. Revus à la baisse. Voilà, donc dans d'autres cas, il y a des difficultés comme à Diourbel, Thiès avec Aquatec. Bon, mais je crois que le gouvernement est en train de s'attaquer à ces problèmes-là et de renforcer la communication aussi avec les populations. Êtes-vous convaincu, vous qui venez du Baol, vous qui êtes un rural, par cette réforme-là de l'hydraulique rurale?
qui a fait pas mal jaser quand même. Oui, dans le monde rural. tout à fait. Il y a des cas au niveau de la région de Diourbel, notamment mon village d'origine qui s'appelle Gade-Escale. Depuis bientôt 2 ans, nous avons des problèmes d'eau. 2 ans, je dis. Et récemment, les gens sont sortis pour faire une marche pour réclamer la réfection du forage en panne. Et la première fois, c'était un ingénieur de l'hydraulique qui est originaire des lieux, qui avait déboursé 2 millions de francs. C'est l'occasion de le saluer. Qui a fait d'énormes efforts pour réhabiliter le forage. Mais malheureusement, depuis lors, les gens, même avant Gade-Escale, au niveau de Ndoula, les gens également étaient sortis pour dénoncer la gestion. C'est ça qui pose problème. En tout cas, il l'a dit dans son brillant exposé, et même si 1 million de ménages ont été connectés à l'eau, mais dans mon quartier également à Diourbel. Quand vous quittez Diourbel sur l'axe pour aller vers Kaolack, il y a un réceptif hôtelier qui est là-bas. Mais dans ce quartier-là, jusqu'à présent, il y a des poches, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Je parle sous le contrôle du surveillant du lycée d'excellence de Diourbel qui habite avec moi, qui, pour se ravitailler en eau, est obligé de faire un raccordement chez moi depuis bientôt 2 ans. Nous sommes allés vers... Mais cela demandera en fait, des investissements beaucoup plus conséquents. Pour qu'il n'y ait pas ces disparités-là dans une même zone. Par exemple, en zone urbaine, des fois, il y a ce qu'on appelle les fameuses zones blanches. Voilà, c'est-à-dire le taux de couverture, il peut être bon, mais qu'il y ait des disparités dans certaines zones. Comment réguler tout cela également? Voilà, donc les investissements, effectivement, il faut continuer à les faire. Hein. Bon, l'investissement dans la production d'abord, pour qu'il y ait de l'eau disponible, parce que bon, les forages en milieu rural aussi peuvent tomber en panne, parce que dû à la vétusté. Parce qu'il y a des forages qui ont été réalisés depuis plus de 30 ou 40 ans. Moi, je me souviens au début, dans la région de Louga, on a eu un programme spécial d'hydraulique. On a réalisé beaucoup de forages, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, ces forages-là nécessitent une réhabilitation, nécessitent même un renouvellement. Parce que, disons, quand vous pompez, c'est du sable qui vient. Et les débits ont baissé et la demande aussi, elle est croissante. Donc ça veut dire que c'est un effort continu d'investissement de l'État. Il y a eu des efforts avec le PUDC ces dernières années pour faire des renouvellements, mais c'est un effort continu d'investissement pour que, même si les gens ont l'eau maintenant, de faire en sorte que, véritablement, dans les années à venir, que si un forage tombe en panne, c'est un problème de planification, c'est-à-dire on peut faire en sorte d'anticiper sur la panne du forage. Et donc de renouveler ces forages-là bien avant qu'il ne tombe en panne. Excuse-moi, si tu permets, si je pourrais réenchérir à Alioune Badara Kane. Alors, c'est un problème finalement d'installation ou un problème de moyens de certains ménages, tout simplement de payer leurs factures, on va dire, d'eau ou autre? Ça aussi, c'est une difficulté. Hein. Bon, la perception est que l'eau coûte cher. Hein. Bon, mais quand même, au Sénégal, on peut dire qu'on a préservé quand même une tranche sociale qui permet aux ménages les plus pauvres d'avoir, disons, d'avoir des factures assez raisonnables. Hein. D'accord. Voilà. Mais sur le problème, c'est plutôt les ménages ont vraiment la volonté de payer. Une fois que le service est là. C'est l'accès finalement. La disponibilité. La disponibilité de l'eau pose problème. Mais les ménages payent. Hein, les ménages, parce que bon, l'eau est vitale et les gens sont prêts à payer contrairement à ce qu'on pense. On ne peut traiter ce sujet sans l'intervention du coach Tandara. C'est ce que j'allais dire le très grand maître nageur. Voilà, parce que lui, son intrant de base reste l'eau. Il lui faut de l'eau pour s'épanouir. On a commencé la natation à partir de 6 ans. Et donc l'eau, du côté de Guédar à Saint-Louis. Mais M. Fadel, je me suis rendu compte en parcourant un peu entre les lignes, je me suis dit que c'est vraiment une très très longue histoire d'amour entre l'eau et vous. Alors le jour que vous avez... Bon, là j'ai lu un tout petit peu la Falémé au bord de l'asphyxie. Alors qu'est-ce que cela vous inspire ce jour-là quand vous avez... En tout cas, c'était certainement une très mauvaise nouvelle pour vous. Tout à fait. Bien sûr. Hein. Tout à fait. En pensant justement à leur péage. Et ce n'est pas le seul cours d'eau menacé par leur péage. Voilà, mais aujourd'hui, c'est le cours d'eau au niveau disons, qui alimente le fleuve Sénégal, parmi les cours d'eau qui n'est pas régulé du tout. Donc, disons, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on a eu à nous rendre là-bas dans les années 80 pour essayer d'identifier des sites de retenue collinaire. Parce que, disons, c'est un fleuve qui n'est pas pérenne. C'est-à-dire pendant l'hivernage, le débit est extrêmement important
Et donc, ça alimente le fleuve Sénégal. Mais pendant la saison sèche, il n'y a pas d'eau. Et on a assisté à des scènes très difficiles sur le lit du cours d'eau, où les populations font des séances, des puits artisanaux, quoi. Et ils se battent avec les singes pour l'eau. Ah oui. Voilà, nous, on a assisté, et c'est décrit dans mon livre. C'est très, très difficile. Et donc, quand on a vu ça, bon, et que donc, on se rend compte que l'OMVS quand même tarde. Parce que la solution pérenne, c'est la réalisation d'un barrage à Gourbassi, à 100 km de l'embouchure du fleuve Falémé. Ce barrage-là, et je pense que le financement est en cours. Et donc, si ce barrage-là est réalisé, ça va permettre de résoudre une bonne partie du problème de la Falémé. Mais aussi, bon, il y a l'orpaillage clandestin, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est une menace également pour le fleuve. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Fadel Ndao. Dans la deuxième partie, on reviendra sur d'autres aspects que vous avez soulevés dans ce livre, le partage de cette ressource si fragile et si précieuse à la fois qu'est l'eau. L'exemple de ce conflit-là, bon, touchons du bois pour l'instant, il n'est pas encore acté, mais au moins diplomatique entre l'Égypte et l'Éthiopie par rapport au partage bien sûr donc, des eaux du Nil. Quelles seraient les solutions que vous donneriez à ces deux grands États d'Afrique? Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons, Inch'Allah, dans la dernière partie qui vous sera consacrée. Un sujet très intéressant et comme Alioune Badara Kane l'a si bien dit, d'autres questions dans la seconde partie de ce magazine. Vous êtes nombreux à nous suivre, notamment sur nos plateformes digitales. Pape Abdoundoy, Mokhtar, Senghor ou encore Mamadou Faye, merci encore une fois de votre fidélité. On va passer à la rubrique archives avec Alioune Diop qui est de l'autre côté des studios. Bonjour Alioune, alors de quoi va-t-on parler ce matin? Bonjour Anta, bonjour à toute l'équipe de Kinkiliba. Je n'oublie pas bien sûr nos invités. Aujourd'hui dans Archives, nous allons parler de la disparition de Toumani Diabaté, qui nous a quittés il y a quelques jours, joueur de Kora. Il a donné à la Kora ses lettres de noblesse. Il a amené le Kora à un niveau assez élevé en parlant de la valorisation des cultures africaines. Toumani Diabaté avec sa Kora Kanso, mais Toumani Diabaté aussi avec sa Kora à clé. Il n'a pas refusé l'évolution, même si les gardiens du temple rejettent encore les koras à clé. Mais Toumani Diabaté exploitait les deux koras traditionnels et, disons, modernes, pour parler des koras à clé. Il nous a quittés. Toumani Diabaté, détenteur de Grammy Awards, qui a collaboré avec de nombreuses signatures assez significatives dans le monde des artistes de stature internationale. L'Afrique est en deuil, l'Afrique est secouée, me disait Hassan Koné, journaliste malien de Bamako, avec qui on a discuté après la disparition de Toumani Diabaté. Ce sont les mêmes propos tenus aussi par Babilas Ndiaye. Alors, Toumani Diabaté, nous allons revenir sur un reportage justement qui retrace un peu le parcours de Toumani Diabaté. Que ce soit dans son Mali natal ou comme ici en Espagne, Toumani Diabaté suscite partout l'enthousiasme. Fils du célèbre joueur de kora Sidiki Diabaté et de la grande chanteuse Néné Koïta, Toumani Diabaté appartient à une famille de griots depuis 71 générations. Je suis griot de père en fils. Mon fait père, Sidiki Diabaté, fut griot aussi. Donc cette tradition, comme j'ai dit, depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, elle a été suivie de père en fils, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Un fils prodige qui a commencé à jouer de la kora tout seul à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, à 43 ans, c'est un musicien accompli et surtout un virtuose de la kora. Cette harpe à 21 cordes fabriquée à partir d'une calebasse et d'une peau de vache, un instrument vieux de 7 siècles qu'on trouve exclusivement en Afrique de l'Ouest et dont l'apprentissage s'apparente à un long chemin initiatique. La kora a été un cadeau de Dieu pour moi. Je le remercie infiniment. Je n'ai pas appris la kora avec un maître. Il y a des secrets que tu ne dois pas connaître avant d'avoir 40 ans. Il y a des secrets que tu ne dois pas connaître avant d'avoir 60 ans. Donc c'est une école pour toute la vie. Gardien d'une tradition vieille de plusieurs siècles, Toumani Diabaté est aussi celui qui a fait de la kora un véritable instrument solo. Il a notamment inventé une manière de jouer simultanément la ligne de basse, la rythmique et le solo. 20 ans après son premier disque, son album The Mandé Variations est une plongée au cœur de la culture mandingue.
Je pense que quelque part, si vous avez tout le matériel que vous voulez et que vous n'avez pas de la culture, je pense que vous avez tout sauf l'essentiel. Et l'essentiel, c'est justement cette culture mandingue et plus généralement la culture africaine que Toumani Diabaté contribue à rendre un peu plus universelle. Voilà, Anta, un aspect du parcours ou de la carrière de Toumani Diabaté qui était à Dakar en 2014 dans le cadre de Africa Fête. Toumani Diabaté était là. On a échangé pour lui faire savoir qu'il était à Dakar, c'est vrai, pour le peuple sénégalais, mais beaucoup plus quand même pour le public occidental, puisqu'il se produisait dans le cadre d'Africa Fête à l'Institut français où le public n'était pas forcément des nationaux, des Sénégalais. Donc Toumani Diabaté était là et il nous a proposé beaucoup plus de mbala que de kora. Mais c'était avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de mélodie. On s'est réjoui de cette prestation de Toumani Diabaté ici même à Dakar. Je crois qu'il y a quelques années avant cette date de 2014, en échangeant avec des responsables des institutions culturelles européennes, il disait que c'était un peu difficile de faire venir Toumani Diabaté à Dakar. Mais quand même, Africa Fête avec Dabassar l'avait réussi, faire jouer Toumani Diabaté ici même à Dakar. Je vous le disais, il a joué avec beaucoup de gens. Toumani qui respectait les familles griottes africaines, que ce soit en Guinée, Guinée-Bissau, Sierra Leone ou Libéria, ou même au Sénégal, puisqu'il adorait jouer avec les familles de Sunjoul Soko ou de Bana Soko. La preuve, il a joué avec la kora de Numukunda à Lille lors d'un concert de Omar Pène. Il est monté sur scène et c'est la kora de Numukunda qu'il a utilisée. Ce n'est pas tous les jours que les joueurs de kora font ça. Il l'a fait à Londres. Il a joué avec la kora de Kaunding Sissoko, le frère justement de Numukunda, Kaunding qui jouait la kora dans l'orchestre d'Andelenol de Babamal qui nous a quittés. Donc ce n'est pas n'importe quel kora qu'utilisait Toumani Diabaté, mais il le faisait pour la famille de Bana Sissoko. Toumani Diabaté dans Archive aujourd'hui dans Kinkiliba. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vais retrouver Yoran Ndiaye dans le studio Ahmadouba pour plus près de vous. Gulen Djege, c'est le dernier numéro de la semaine. Rendez-vous justement sur les ondes de Radio Sénégal International. Toumani Diabaté, roi intemporel de la kora qui nous a quittés ce 19 juillet 2024 à l'âge de 59 ans. Que la terre lui soit légère. Tout de suite, le clip du jour, on se retrouve juste après.
Hommage rendu à Toumani Diabaté ce matin sur Kinkeliba, si je peux le dire ainsi. Tout de suite, quelles sont les informations, les nouvelles du Sénégal et à l'international? Le bulletin d'info tout en images. Le manguier est l'arbre parrain des journées de reboisement et d'investissement humain s'étale sur Nuréo. Pour bien marquer l'événement, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique s'est déplacé dans la ville sainte de Touba pour présenter le parrain au Khalife général des Mourides. Le 3, c'est normalement la journée. Des commerçants qui ont décidé de ne plus vendre de sucre. La situation devient critique pour de nombreux petits commerces qui dépendent de cette denrée pour leur activité quotidienne. Prix 28 850 la waa Mada affiché
Le prix du sac de 50 kg est à 28 850 francs CFA, alors que certains sacs ne font que 48 kg. Donc nous ne pouvons pas vendre à perte. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas vendre du sucre. La pénurie ne se limite pas à la Médina. À Grand Dakar et à Nyaritali, dans la commune de Biscuiterie, la denrée se fait également rare. L'État doit trouver des solutions à la situation car nous allons vers de grands événements comme le Magal de Touba. Le prix actuel du kilo du sucre qui est de 600 francs m'arrange, mais cela ne fait pas l'affaire du commerçant. La situation actuellement, population de vivre du sucre. Les grossistes sont les seuls responsables de la situation que vivent les populations. Ils ont stocké le sucre parce que l'État a tout simplement réduit les prix. Nous, les consommateurs, nous sommes en difficulté. Les grossistes, quant à eux, restent silencieux sur la question. Brice Zango vise l'or dans l'épreuve du triple saut. Il a remporté le bronze avec un saut de 17,47 mètres aux Jeux de Tokyo. Il est devenu le premier médaillé olympique de son pays, le Burkina Faso. En taekwondo, Cheikh Cissé Salah Junior, 32 ans, espère remporter une deuxième médaille d'or aux Jeux. En 2016, il est sacré champion olympique dans la catégorie des moins de 80 kg. Il devient ainsi le premier sportif à obtenir une médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Il est triple champion d'Afrique et champion du monde. Binyam Girmay est l'une des révélations de ce Tour de France 2024. Il est le premier coureur africain à revêtir le maillot vert du Tour de France. L'Érythréen Binyam Girmay, idole nationale, a confirmé sa place dans le grand monde des sprinteurs en décrochant déjà 3 victoires dans la grande boucle. Il sera également attendu pour aller chercher une médaille olympique à Paris. En plus des disciplines telles que l'athlétisme et la natation, les Africains seront également représentés en football avec la présence des équipes nationales du Mali, de la Guinée, du Maroc et de l'Égypte.
C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Il nous a rejoint en plateau, Mamadou Diagne, pour sa chronique high-tech. Bonjour Mamadou. Bonjour Anta, bonjour à tous les téléspectateurs de Kinkeliba et surtout ceux qui nous suivent sur les plateformes digitales. Bonjour notamment à tes invités et à mon très cher ami et coach, l'homme de Tuaon Peul. Merci. Le futur quelqu'un là-bas. Toi, tu es le futur quelqu'un d'où, toi? Kermbaïfal. D'accord, pas de Mbao. Non, Mbao, c'est Kermbaïfal, c'est la même chose. Non, je pensais que tu rêvais beaucoup plus grand. Non, mais on rêve toujours beaucoup plus comme grand, si mais il faut commencer petit. ne serait pas déjà tu grand. vois, comme ça. Là. Ali Badarakan. On s'en excuse, hein. Voilà. Mais on comprend. Comprenez que certains habitent dans des quartiers. Entrer justement dans ce domaine-là. On va continuer avec toi. Alors ce matin, de quoi va-t-on parler? Aujourd'hui, on va parler d'un développeur au talent exceptionnel. Djibril Ba, qui est originaire de Malika, déjà dans la banlieue dakaroise. Voilà, les jeunes de la banlieue, ils sont très créatifs et très innovants. Aujourd'hui, il a proposé un drone pour livrer des matériels médicaux. C'est quelque chose d'exceptionnel et je pense que c'est une innovation et qui mérite d'être soutenue. On va regarder ce reportage de Mamadou Diobas qui est allé à Malika pour nous faire découvrir qui est ce jeune. Je me nomme Djibril Ba, je suis de Malika. Je vais vous présenter le drone que j'ai construit. C'est un drone Made in Sénégal. Voilà. Donc j'ai conçu ce drone pour la livraison des postes sanguines, mais aussi pour la livraison des médicaments. Donc comme on le sait tous, ici au Sénégal, il y a des zones reculées dont l'accès est un peu difficile. Donc je pense que utiliser ce genre de technologie nous permettra de sauver des vies dans ces zones-là. Donc pour l'utilisation de ces drones-là, c'est simple. Il faut juste armer les moteurs. Voilà, une fois le moteur armé, soit on peut décoller manuellement, ou bien on utilise le mode de décollage automatique. On va juste lancer le drone, voilà, et il va décoller automatiquement. Donc il va monter jusqu'à 100 mètres d'altitude et une fois à 100 mètres, il reviendra au point de lancement. Il est là, actuellement il est en vol autonome, donc j'ai activé le mode de retour automatique et il est à 100 mètres d'altitude, donc il va revenir au point de lancement et par la suite décrire une trajectoire qui sera circulaire. Voilà, il est juste là. Exactement. Donc il va tourner autour du point de lancement. Donc utiliser ces modes de navigation automatique nous permettra de livrer ces médicaments-là ou ces postes de sang sans autant pour contrôler le drone. Donc on n'aura qu'à configurer le drone, lui fournir les coordonnées GPS de destination et puis lors du lancement, il se dirigera automatiquement au point de lancement, à la destination. Normalement, chaque centre de santé devrait être équipé de ces drones-là. Donc s'il y a urgence quelque part dans le territoire sénégalais, on n'aura qu'à charger le nécessaire sur le drone. Maintenant, on va juste lancer le drone et il se rendra à la destination. On peut livrer de grandes quantités de médicaments ou de postes de sang, parce que ça dépendra juste de l'envergure du drone, mais aussi de la qualité des matériels qu'on a utilisés pour celui-ci. Excellent profil que tu nous proposes ce matin. Djibril Ba, passionné de robotique, mais également qui a construit ce drone 100% made in Sénégal, qui répond aujourd'hui à peut-être un besoin notoire, notamment quant à la circulation de certains, on va dire, produits médicaux. Ils peuvent gagner en temps et en argent en justement accompagnant ce jeune-là, ce jeune talent. Effectivement, Antesek, ce dont on constate en premier lieu, c'est que ce jeune, il est parti d'un constat. C'est ce que font les développeurs en quelque sorte. C'est-à-dire que partir de l'existant pour proposer une solution. C'est ce à quoi on attend de la technologie. C'est-à-dire qu'il y a un besoin réel. C'est-à-dire que par rapport à la santé. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comment l'accompagner. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens proposent pour l'accompagner? Parce que lui, c'est un développeur full stack. Il a pu proposer une solution, même si cette solution doit être développée, améliorée et proposée à une plus grande échelle. Accompagner surtout. Accompagner surtout. Et je pense que l'encadrement est l'une des choses les plus importantes. Je pense que quand il y a des profils comme Dr Drone qui sont à notre échelle par rapport à tout ce qui est
tout ce qui est tournage, production audiovisuelle et même dans le domaine agricole, je pense que dans le domaine de la santé, ça peut être une solution adéquate, surtout par rapport aussi à la livraison. Maintenant, quand on propose ce genre de solution, il y a des limites certes, mais le mérite, c'est d'avoir proposé quelque chose, d'avoir développé quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui va s'en suivre? Ça, je pense que l'accompagnement doit y avoir à tous les échelles, quoi. Je pense qu'au niveau de l'État, pour pouvoir proposer carrément un hub pour qu'il puisse améliorer cela à un certain niveau. Celui qui a gagné le Grand Prix du chef de l'État de l'année dernière, il a proposé un robot qui livrait. Un robot qui livrait. Je pense que et ce genre de choses peut permettre à tous les citoyens d'arriver à un certain niveau de développement, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde nos pays, il y a certains aspects sur lesquels on n'est pas encore au top, au niveau. Et ces solutions qui sont basées sur des réalités, en fait. Aujourd'hui, au Sénégal, le déplacement, aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de ce matin, la pluie a freiné pas mal de gens. C'est vrai. La pluie a freiné pas mal de gens. Aujourd'hui, même si tu as une voiture qui devait se déplacer dans certains endroits, même si l'ambulance est derrière beaucoup de voitures, mais tu as des problèmes de difficulté de déplacement. Effectivement, il y a toujours des solutions à tout cela. Voilà, je pense que ce genre de solution peut permettre à tout un chacun, et surtout aux gens qui ont un état de santé pas trop terrible, de pouvoir se soigner dans des meilleures conditions. En tout cas, merci beaucoup pour cet bel exemple que tu nous proposes ce matin. Nos jeunes ont énormément de talent et innovent beaucoup. Ils demandent juste un accompagnement qui peut permettre tout simplement de réaliser toutes ces idées. Alors, on va passer à la rubrique invité. Deuxième partie, Alioune Belrakane sans transition. En plateau, nous recevons ce matin monsieur Alioune Fall. Il est le SG du GRISE, le groupe de réflexion et d'information en sciences de l'éducation. Et je pense que le lien il est établi avec le sujet de Diagne Momodou, parce qu'il est question de célébrer l'excellence. S'il n'était pas aussi bon dans les études, il n'aurait pas été en capacité donc, de réaliser ce drone, de le concevoir. Et aujourd'hui, il ne demande qu'un petit coup de pouce plutôt, pour passer à la vulgarisation donc, de sa trouvaille. Et donc, pour parler de cela, il a été bien encadré par des enseignants émérites, certainement comme ceux-là de Mbacké, qui sont célébrés donc, par le GRISE. Le GRISE, je le rappelle, c'est le groupe de réflexion et d'information en sciences de l'éducation, dont notre invité est d'ailleurs le secrétaire général, M. Fall, Alioune. Alors, c'est l'occasion pour nous peut-être un peu de revenir sur, disons, la genèse du GRISE, comment il est né, pourquoi vous avez jugé opportun de le mettre sur pied au niveau de Mbacké, M. Fall. Merci, M. Kane. Nous avons mis en place le GRISE à partir d'un constat. Un jour, on était en discussion, le secrétaire général de l'IEF, l'inspecteur Mamadou Ngom, moi-même et Hassan Ndiaye, qui est un enseignant qu'on ne présente plus parce que c'était le meilleur enseignant du Sénégal, le lauréat du prix du meilleur enseignant en 2017. Donc dans la discussion, on s'est dit qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il y a des sommités au niveau du département de Mbacké pour contribuer à l'éducation, à l'épanouissement des enseignants, mais également à la vulgarisation du savoir. Nous avons également un rôle à jouer. Ce n'est pas simplement aller dans les classes, faire cours, qui était le rôle qui nous était dévolu. Donc c'est dans la discussion qu'on s'est dit, OK, on va mettre un cadre de réflexion. Et nous avons la chance de regrouper dans ce cadre tous les enseignants du département de Mbacké, que ce soit les enseignants de l'élémentaire, du préscolaire, de la formation professionnelle, des inspecteurs et même de l'université. Parce que l'université Cheikh Ahmadou Bamba est ouverte depuis l'année dernière. D'ailleurs, le prix de l'année dernière, on l'avait attribué à Seigne Mountakha Mbacké. Et il y avait même le recteur de l'université, Seigne Ahmadou Badawi, qui était présent. Donc voilà, c'est au cours de cette réflexion que nous avons jugé utile de mettre en place ce cadre. Et nous avons réfléchi. On s'est dit que GRISE, la matière grise, c'est un cri de savoir. Donc le mot fait référence d'abord à la matière grise. Maintenant, on a cherché une signification. On a dit grise, matière grise, et on a cherché dans la discussion, dans le panel, comment faire. Et on a trouvé, puisque nous sommes des acteurs de l'éducation, groupe de réflexion et d'information en sciences de l'éducation. Et depuis lors, on réfléchit. Parce que l'autre problème également, on se dit que dans ce monde actuellement, les gens ne réfléchissent pas. Et on publie, on partage, on fait du copier-coller. Alors que nous sommes des enseignants, nous devons contribuer à la production de savoir, à la réflexion. Il faudrait que véritablement les gens puissent avoir un cadre et produire une réflexion, contribuer à l'avancement de l'éducation et de la science. C'est comme ça qu'est né le GRISE. Et depuis lors, on fait notre bonhomme de chemin. Et nous avons fait beaucoup d'activités, surtout la première année.
Nous avons fait un panel inaugural avec Charles-Émile Schiss, qu'on ne présente plus, qui était l'ancien directeur de la SOL. C'est lui qui a fait le thème introductif sur quel système éducatif de demain. Et pourquoi son thème est pertinent? Hier, en discutant avec l'inspecteur d'académie, il m'a dit que l'actuel ministre de l'Éducation nationale, M. Guirassy, est en train de réfléchir. Ils ont même... sa vision, c'est de passer du système éducatif à une société éducative. Et dans la société éducative, on dit maintenant il faut, vers l'horizon 2030, faire de telle sorte qu'on puisse former des Sénégalais adossés aux valeurs africaines, spirituelles, mais également bien préparés au niveau de technologie de l'information et de la communication, à l'intelligence artificielle. Et dans cette vision du ministre de l'Éducation nationale, nous avons 11 leviers. Et le premier levier, c'est de revaloriser la fonction enseignante comme nous le faisons à travers l'Église. Et le deuxième levier, on dit et cela passe déjà par la consécration, disons, voilà, de ces enseignants éméritants. Et donc, pour la deuxième édition, vous en avez choisi quelques-uns? Non, on n'a pas encore choisi. On n'a pas encore choisi. Nous avons mis en place un jury. Parce que nous voulons le faire de façon Et quels sont les critères quand on sait qu'il y a beaucoup d'enseignants? Comment comptez-vous les retrouver en classe? Voilà. Les critères, c'est comme au Grand Prix du chef de l'État. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier. On s'est dit qu'il y avait des critères bien définis. Hassan, qui est du département, a été le premier lauréat. On va aller demander quelle était la grille. Il y a une grille d'évaluation. Et dans cette grille-là, d'abord, dans l'appel à candidature, il faut présenter ses diplômes, ses attestations, mais également un rapport circonstancié de son supérieur hiérarchique. Donc, son chef d'établissement, son directeur d'école, pour dire... Quel est le comportement de l'enseignant dans sa carrière, dans son parcours, dans son rapport avec les parents d'élèves, avec l'école? Parce qu'il y a des activités extramuros que l'enseignant doit également mener. Ce n'est pas intramuros simplement. Donc nous avons dégagé et nous avons fait un appel à proposition que nous avons publié sur Facebook, dans divers réseaux, mais également que nous avons multiplié et adressé aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école. Nous avons un retour. À travers le mail du GRIS, nous avons reçu beaucoup de candidatures. Il y a certains qui se sont déplacés pour aller à l'IEF pour faire un dépôt physique. Et la commission, le jury va se réunir le 28 pour faire un tri sur cette base-là. Et qui est le parrain de la deuxième édition? Le parrain de la deuxième édition, cette fois-ci, nous avons pris la SCOFI. Donc, au départemental de Mbacké. Donc, c'est des dames qui s'activent dans la scolarisation de la fille. Parce qu'au niveau du département de Mbacké et de la région de Diourbel, il y avait un déficit entre garçons et filles. Mais elles ont fait un excellent travail pour qu'aujourd'hui, quand on voit les résultats au niveau du département de Diourbel, on voit que les filles sont largement... le plus grand nombre, ce sont les filles. En termes de taux de scolarisation, mais en termes également de résultats. Parce que Miss Mat vient de Mbacké, donc il y a une élève qui vient même de l'école privée Kerbadian May. Mais également, ce qui est important à dire, par rapport à ça, nous avons voulu faire de telle sorte que le département de Mbacké soit le levier, le remorqueur de l'éducation au niveau du Sénégal. Parce que la réflexion n'est pas simplement au niveau macro. On s'est dit qu'en tant qu'enseignant, et comme je l'ai dit, le premier levier qu'il s'agit de revaloriser la fonction enseignante, c'est nous-mêmes qui devons célébrer l'excellence, qui devons célébrer les enseignants, comme le disait Maria Maba, une armée qui plante partout le drapeau du savoir, mais qui n'est jamais célébrée. Nous avons voulu prendre l'initiative de célébrer les meilleurs enseignants et nous sommes à la deuxième édition. Alors rapidement, revenez avec nous sur le programme qui est... Oui, pour le programme, ce sera une journée qui sera dédiée aux enseignants. Pour la première édition, on avait fait une conférence, mais cette fois-ci, pour gérer le temps, parce que nous sommes également sous les impératifs du BFM, nous avons pris une date symbolique, le 31 juillet, parce que officiellement, l'école ferme ses portes chaque année le 31 juillet. Donc tous les enseignants sont là-bas. La première fois, nous avons fait le 31. Cette année également, on le fera le 31. Mais ce sera des remises de diplômes aux enseignants les plus méritants. Parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est le 28 juillet que le jury va se réunir pour donner il y aura un prix pour le meilleur enseignant de l'élémentaire, un prix pour le meilleur enseignant du moyen, un prix pour le meilleur enseignant du secondaire, un prix pour le meilleur enseignant de la formation professionnelle. Et quand vous parlez du parrain, vous parlez du prix spécial que nous allons décerner à l'inspecteur Gaston Sangaré. Parce que c'était un inspecteur qui était à la tête de la circonscription, qui est allé en retraite. Et lui, il fait partie du GRIS. Il fait partie des doyens qui nous conseillent. Mais cet inspecteur, pourquoi nous l'avons choisi pour lui décerner un prix spécial? Parce que
il a fait des choses extraordinaires. Surtout, la chose la plus importante, quand il a été nommé, il avait un logement de fonction, mais il a écrit au directeur de la solde pour lui dire il faut couper mes indemnités. Mais ça, on ne le voit pas tous les jours. Au-delà de sa rigueur professionnelle, qu'il s'applique lui-même, c'est un exemple, un modèle. Quand il est parti à la retraite, il n'a pas voulu être célébré. Mais nous, membres du GRIS, on s'est dit qu'une telle personne devrait être montrée à la face du monde, devrait être également célébrée. C'est cette personne-là, l'inspecteur Gaston, qui va recevoir ce prix spécial pour consacrer le mérite, pour donner également, pour être l'icône de tous les enseignants, pour montrer également au niveau de la fonction publique, au niveau des enseignants, il y a des modèles, des gens qui ne soucient pas de l'argent, parce qu'également, on nous colle cette image, alors qu'il y a beaucoup de personnes... Très vertueuses. Oui, très vertueuses plutôt, voilà, exactement, qui sont là au service du Sénégal, comme il aura fait lui également. Il est toujours au service du Sénégal, hein, même s'il vient récemment de prendre sa retraite. Monsieur Fadel Ndawa, un spécialiste de l'eau, hein, qui nous a consacré cet ouvrage si magnifique, hein, un parcours au fil de l'eau. L'eau aura finalement guidé toute votre trajectoire. Alors, un dernier conseil par rapport à ces pays-là qui partagent cette ressource si précieuses et qui souvent en fait ont du mal à accorder leur violon. On prend toujours l'exemple de l'Éthiopie et de l'Égypte. Êtes-vous craintif quant à une éventuelle guerre, la guerre de l'eau en Afrique? On dit que c'est la prochaine guerre. Oui, bon, mais bon, je pense que ça ne sera pas le cas. Hein? Alhamdoulilah. Parce que quand même, bon, il y a des pourparlers, des négociations qui se font, même si les déclarations, disons, des pays, sur certains cas, bon, c'est juste des approches de communication, quoi. Mais en réalité, il y a beaucoup de discussions. Mais quand même, je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage aux enseignants, si vous me le permettez. Je vous en prie. Vraiment, sans les enseignants, nous ne serions pas ce que nous sommes. C'est clair. Et je me souviens de mon enseignant C'était des modèles. M. Thiam qui m'avait eu au CP1, CP2, M. Tchoun qui vient de partir il y a 2 ans, qui m'a eu au CM1, CM2. Ce sont des références. Et vraiment, je pense qu'on doit leur rendre hommage et vraiment les célébrer comme ils le font. Et de manière générale aussi, insister sur le fait que, bon, il y a eu des efforts qui ont été faits pour que les filles aillent à l'école avec le programme SCOFI. Mais je me rends compte, moi je suis sorti du lycée Blaise Diagne de Dakar. Mais je vois que véritablement les matières scientifiques, de moins en moins de jeunes vont vers les matières scientifiques. Par exemple, j'ai vu que lors du bac de 2024, il y a eu en S1 9 seulement élèves au lycée Blaise Diagne, alors qu'à l'époque, on était 40 ou 50, il n'y avait aucune fille. Donc je voulais vraiment profiter de ça pour répondre à la question. Voilà, répondre à la question très rapidement. Donc il y a moins d'inquiétude que ce qu'on pense entre ce qui se passe entre l'Égypte et l'Éthiopie. Bon, pendant un certain temps, on dit que l'Égypte est un don du Nil. Donc sans le Nil, l'Égypte n'existe pas. Donc ils ont bénéficié d'un quota d'eau de 55 milliards de mètres cubes. Bon, depuis le début du... Il faudra le corriger cela. Il faut corriger. Et l'Éthiopie doit se développer. L'Éthiopie, c'est 130 millions d'habitants. C'est même plus peuplé que l'Égypte. Et donc, l'Éthiopie a tout à fait, disons, la légitimité pour réaliser un barrage. Bon, mais il n'y a pas eu de concertation, ce qu'on peut dire. Et il n'y a pas eu un organisme comme l'OMVS pour gérer, disons, ces relations, le partage de l'eau entre ces nations. Très bien. Et donc, ils ont créé récemment, dans les années 2000, l'initiative du bassin du Nil. Et on pense qu'à travers cette initiative, à travers cet organisme de bassin, tous les problèmes qu'on a identifiés pourront être résolus. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude, de péril à la demeure en ce qui concerne ce barrage de la Renaissance qui a été réalisé par l'Éthiopie. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup de concertation en sous-main. Et je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Merci beaucoup. Il est déjà 8h03, on a débordé de 3 minutes. En tout cas, c'était un plaisir, c'était pour la bonne cause, un plaisir de vous recevoir. Monsieur Fall, Monsieur Ndao en plateau ce matin. Merci à Lune Badarakan de m'avoir accompagné. Merci à Mamadou Diagne, Hightech. Merci à Marfouz à la réalisation. Bon, on m'a soufflé, Serine Marfouz, on m'a soufflé une chose. À ce qui paraît, Marfouz veut dire préservé par Dieu. Donc Serine Marfouz, bonne journée à toi spécialement. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, dès 6h30 sur la Une. Quinquiliba.